Alors, pourquoi peut-on dire qu'on assiste à une accélération de la mondialisation? Ben, si on prend la définition du livre, on nous dit que la mondialisation, c'est une accélération des échanges qui ont lieu à l'échelle mondiale, des échanges de personnes, de marchandises, de capitaux, d'informations. C'est effectivement ce qu'on a vu, hein, des moyens techniques qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement, des informations, des trajets, des transports qui se font plus rapidement eux aussi. On a bien une mise en contact de l'ensemble des régions du monde qui devient plus efficace. Alors ça sera peut-être un peu plus clair si on met une carte. Alors les cartes que je vous ai demandé de regarder étaient au début de la leçon sur la révolution industrielle dans votre livre. Alors cette première carte, elle est intéressante parce qu'elle nous montre l'état du réseau ferré, j'ai supprimé les autres informations, l'état du réseau ferré en Europe en 1850. Alors on voit que c'est déjà quelques États seulement qui ont développé ce réseau ferré à cette date-là, ça nous permet de voir que tous les pays ne sont pas rentrés dans l'industrialisation en même temps. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que le Royaume-Uni avait déjà une avance. Après, on voit la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche, hein, ici, pour le nord de l'Autriche, qui ont déjà développé leur réseau. Ces réseaux sont connectés les uns aux autres. On a donc la mise en place d'un réseau de transport qui est vraiment européen. Première chose qu'on peut noter. On a un réseau ferré international qui se met en place ici en Europe. C'est aussi le cas aux États-Unis d'ailleurs, où petit à petit l'occupation du territoire est facilitée grâce à ce nouveau mode de transport. Alors continuons. Une carte que je vous avais montrée tout à l'heure, en disant qu'elle serait intéressante. Alors celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre l'évolution qu'a connue le réseau ferré en Europe entre 1850 et 1880. Donc là, on voit que eh bien, c'est effectivement une sacrée accélération qui a eu lieu, puisque cette fois-ci, tout le continent européen quasiment est concerné hein, par cette mise en place d'un réseau de chemin de fer et qui prend une dimension beaucoup plus importante. Donc on a un réseau qui s'étend, ça c'est important, il faut le noter. Alors, deuxième point sur la mondialisation, ici on n'est pas dans le monde, on n'est qu'en Europe. Oui, mais ces nouveaux moyens de transport, ils franchissent des océans grâce aux navires à vapeur, grâce à cette navigation beaucoup plus rapide et efficace, et vous voyez ici une carte qui nous montre une première mondialisation maritime du monde. Alors voici la principale route, hein, c'est la route océanique, c'était déjà la principale route au XVIIIe siècle. Les échanges sont très importants et sont facilités entre les deux rives de l'océan Atlantique. On voit aussi, si vous êtes attentif, le rôle important du canal de Suez, ici, qui permet d'aller directement de l'océan Atlantique en Europe à l'Asie. Donc on a aussi une mondialisation des échanges qui se fait ici. Donc des échanges tout simplement mondiaux. La mondialisation, c'est le fait que on fait beaucoup de commerce avec des régions qui peuvent être très éloignées. Alors un chiffre était intéressant dans votre livre, je reviens sur ce chiffre-là. On nous dit qu'entre 1840 et 1913, les exportations de marchandises, les exportations, les ventes à l'étranger de marchandises européennes sont multipliées par 17. C'est donc une explosion du trafic commercial qui a lieu durant cette deuxième partie du XIXe siècle. Ces échanges mondiaux connaissent une forte augmentation. Bah écoutez, là on a beaucoup d'arguments à donner à notre banquier. Aujourd'hui, si on investit dans le secteur des transports, bah on investit dans des secteurs qui sont en pleine innovation, qui ont des performances exceptionnelles par rapport à ce qui se faisait auparavant. On va donc transporter beaucoup plus vite et on va le faire beaucoup plus loin grâce aux réseaux qui ont une échelle internationale ou mondiale. Et puis les banquiers, ce qui peut les convaincre aussi, c'est l'argent. Alors, un petit tableau pour terminer. Une tonne transportée en 1841 coûtait 12 centimes de francs. En 1850, 7,7 centimes de francs. En 1870, 6,1 centimes de francs. On a divisé par deux le coût de transport.
en divisant par 2 le coût de transport, eh bien un produit que je vais aller vendre loin, eh ben, je le vendrai un peu moins cher, j'aurai des chances peut-être d'en vendre plus. De même, le coût du transport d'un voyageur baisse continuellement. Cette baisse des coûts, ça nous laisse penser qu'il y aurait des profits à réaliser. On pourra transporter en plus beaucoup de gens beaucoup plus efficacement. Ben voilà, je crois que vous avez convaincu votre banquier, vous allez pouvoir monter votre entreprise. En attendant, j'espère que vous avez bien pris en note cette longue correction. Et pour terminer, je vous renvoie une dernière fois à la frise du livre que nous avons finalement suivi durant cette leçon. Nous avons vu beaucoup d'innovations techniques jalonner ce 19e siècle, que ce soit des innovations industrielles, on a parlé du marteau-pilon, on a parlé de la production d'acier, mais aussi des transports aujourd'hui avec la locomotive, l'automobile, le téléphone, et on n'en a pas parlé, l'aviation. Alors l'aviation est balbutiante, elle commence à peine à ce moment-là. Votre livre vous donne la date de 1897, le premier vol d'avion. C'est un point de vue très français, parce que on parlerait plutôt pour cet événement en 1897, le 14 octobre 1897, plutôt d'un bond, hein. Cette machine, celle-ci, là, que vous voyez, reproduite ici, eh bien, a réalisé un décollage motorisé, autonome, mais elle a réatterri quasiment tout de suite après, hein, on parle de quelques mètres franchis, et l'ingénieur qui a fait voler cette machine, c'est Clément Ader. Alors en fait, le nom de cette machine, vous le connaissez, c'est marqué sur la frise, c'est un avion. Il l'a appelé ainsi, et c'est de là que vient, nous, le nom que nous donnons aujourd'hui à cet engin. C'est le troisième prototype d'ailleurs, l'avion 3. Pour les historiens, on dit souvent que le premier vol vraiment autonome, contrôlé, sans que l'avion ne se repose, c'est celui de cette machine-là. L'avion des frères Wright aux États-Unis, alors tant pis pour nous, mais celui-ci va franchir 284 mètres le 17 décembre 1903. Alors le pilote, il est ici, hein, on voit ici ses pieds, il est allongé en fait, vous avez le moteur qui entraîne les hélices qui est ici. Euh, Certaines personnes considèrent que même ce vol-là n'est pas vraiment un premier vol en machine, parce que ici, le décollage n'a pas été autonome, il y a eu un lancement par catapulte qui a aidé justement l'engin à s'élever. Et le premier vol vraiment d'un engin autonome motorisé, ça sera en 1906, et on va franchir 12 mètres, 25 mètres, c'est pas des grandes distances. Par contre, dans les années qui suivent, ça va s'accélérer. Dès 1908, on a des vols qui vont franchir 27 km en 17 minutes. On ajoute la vitesse à la prouesse technique. Les avions seront utilisés dans la guerre qui commence en 1914, seront une arme, non pas décisive, mais qui va grandement, évidemment, se développer à ce moment-là. On voit que la révolution industrielle transforme complètement le monde, les territoires et le rapport des habitants à leur territoire.